Bienvenue pour cette nouvelle soirée du lundi. Quel plaisir de tous vous retrouver. Regardez qui est à mes côtés. Il a fini second au GP Explorer. C'est important de le dire. Il a échoué, mais honnêtement, il a été plus que étincelant ce jour-là. Comment va-t-il? Despielo est avec nous ce soir. Bonsoir mon cher Rugby. Moi, ça va? Ça va très très bien. Depuis le GP Explorer, je suis le deuxième. On me le rappelle tout le temps, mes potes, ceux avec qui je bosse. De toute façon, t'as fini deuxième, donc ça va. Bah, peut-être que si c'est factuel, je peux rien dire, je peux pas dire non. Peut-être que si voilà tout se remet en place et que t'as la chance d'y être, faudra faire le nécessaire pour faire taire les gens. Je sais même pas qui présenter parce qu'il y a deux stars en face de moi. Bon. Bah là, enfin, tu vois le canapé. Je comprends pas ce que je fais ici. Je vois en face de moi, là, il y a deux. Non mais mettez juste la cam sur eux et on les applaudit, c'est tout. Bravo d'exister. Merci d'exister à tous les deux. On a d'un côté Esteban Ocon. On est tous les deux pilotes de F1 les gars. Pilote de F1 français qui nous fait honneur. Il y a un qui a son casque à côté. Hein. Moi j'ai pas mon casque. C'est vrai. Comment il va Esteban Ocon? Quel plaisir de t'avoir ici, première fois. Bah ouais, merci beaucoup de m'inviter. M'accueillir, c'est au top. On sait que tu regardais souvent les lundis, enfin t'es assez gamer aussi dans l'âme. Gotaga est avec nous, mesdames et messieurs, créateur de structure, gentleman. Laisse-moi tranquille. Aux côtés de Squeezie et Brooks. C'est bon, on a fait nos trucs ce week-end. C'est très bien que tu dis ça parce que tu sais dans quelle émission tu as mis les pieds, Esteban. Comment s'appelle l'émission? L'émission Open World. Oh, t'as visé. Écoute, t'as vu ça? Et bah justement, l'émission Open World, c'est une discussion à 4. Voilà, on va échanger tous les 4 sur divers sujets, donc il n'y a pas de thématique spécifique. Non, mais ça me fait trop plaisir. Donc du coup, Gotha, je disais forcément gros week-end que t'as vécu. C'est vrai qu'on va pas revenir sur l'intégralité, mais toi, comment tu te sens? C'est vrai qu'après ce week-end-là, qui était un week-end, on va dire de détente pour toi. Pour la faire rapidement, en gros, on a monté notre structure e-sport avec Squeezie que tu connais, qui a fait le GP Explorer, et un ami Brooks. Ça fait plusieurs mois, voire années, même avec Brooks, qu'on voulait faire ça. Et du coup, la pression enfin descendue. On a fait la soirée de lancement, on a fait notre premier match. Ça reprend ce week-end et il y a énormément de gens qui suivent l'aventure. Deux victoires pour l'instant, ouais, ça se passe super bien. Et non, c'est fou tout l'amour que les gens nous ont porté. Au-delà des games qu'on a vécu avec vous, le chat qui est encore sous l'émotion. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel souvenir tu retiens, parce que ça reste une fois dans une vie qu'on lance une structure e-sport comme ça. Quel souvenir tu vas garder? Parce qu'il y avait tous ces moments. Oui, toi spécialement avec Vitality. Ouais. Mais ces moments de vie que t'as vécu, parce que Vitality c'était pas à cette époque-là autant développé. Là, t'avais les joueurs avec toi, les sourires. Moi, j'ai roulé pour Vitality en plus. Oh bordel. Ouais, à un moment sur les voitures Renault, il y avait marqué Team Vitality sur. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu le voyais bien la cam en plus. T'as suivi un peu toi le lancement de la structure e-sport? Tu suis un petit peu. J'ai vu la vidéo YouTube en fait que vous avez fait. C'est quoi toi, de ton point de vue badass? Mais déjà de donner en fait la chance aux gars qui jouent chez eux et puis de pouvoir professionnaliser le truc comme tu fais toi, c'est juste super. Moi je l'ai vécu de mon côté, c'est pareil, on m'a donné la chance de pouvoir monter et crescendo de catégorie et là je peux que m'attendre à la même chose en fait que tu vas faire. Et est-ce que pour toi Gotha, qui est quelqu'un que tu connais déjà, j'imagine que tu as du respect pour sa carrière, est-ce que maintenant pour toi c'est devenu un exemple? C'est-à-dire que maintenant pour toi tu vois comme un exemple en mode tu dois maintenant monter ton écurie de F1. Est-ce que pour toi vraiment cet homme à ta droite t'inspire? Désolé. Mais non, mais en vrai, non, gros respect de ouf. Mais sincèrement, il m'énerve. Il va te mettre dans des situations comme ça toute la soirée. Mais je te préviens, ferme-la. T'inquiète, je vais la voir. Non, c'est vrai que toi, on l'a dit un peu, ta carrière, on va dire, elle s'est construite sur le long terme, sachant que tu viens en plus d'une famille modeste. On l'a toujours dit un peu, la F1, en tout cas, il y a une dizaine d'années, c'était moins accessible qu'aujourd'hui. Toi, comme ça, venant d'une famille modeste, comment t'as pu m'y mettre les pieds, te faire un peu remarquer? Et surtout, est-ce que t'as eu des difficultés selon toi de plus par rapport aux autres? C'est clair que d'où on vient, moi, mon professeur à l'époque, quand j'étais au collège, me disait arrête, ça n'ira nulle part, fais ton cours de musique vendredi soir, parce que je loupais forcément tous les vendredis, parce que j'avais les courses de cartes, les entraînements, etc. Mais oui, mon père est mécanicien, avait un petit garage. La petite photo à l'époque. Ça c'est 2010, voilà, ça c'est 2010. C'est une époque compliquée, on va dire. Vous voyez, par la capillairement, il y a quelque chose. Capillairement, ouais. Non, j'aime bien. Moi j'aime bien, moi. Mais ouais, déjà on était déjà parti à l'international. À cette époque-là, on habitait dans la caravane, on voyageait partout en Europe. C'est quoi, c'était avec les deux parents? Ouais, avec mes parents. Mon papa c'était le mécanicien, ma maman a géré tout le reste autour. Mes parents ont fait le boulot d'une équipe professionnelle en fait. Mais t'avais quand même un chez toi fixe? Désolé, je pose la question. D'accord, donc en fait t'as eu beaucoup d'amis genre de longue date et tout. Du coup tu changeais beaucoup d'amis au quotidien. J'avais pas vraiment d'amis en fait. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. On bougeait énormément partout. Je faisais l'école par correspondance et en fait mes parents ont tout misé à l'époque pour m'assurer une carrière. Ils croyaient en moi. C'est clair qu'en revoyant ça, c'était énormément de risques qu'on a pris. Mais voilà, on a aujourd'hui une belle retombée. On est heureux du parcours qu'on est en train de faire tous ensemble. C'était des années de ouf quand même quand on vient par là. Jimmy, tu le savais toi des pilotes? Oui, un peu comme tout le monde au final qui s'intéresse à la F1 toi, c'est quand même près. C'est quand même spécifique, on peut le dire, parce que lui il est carrément en train de faire un livre lui, sur la F1. Oui, il écrit un livre. Pour ceux qui connaissent pas Despielo, si jamais, c'est le youtubeur qui a vulgarisé. Vulgarisé, c'est le meilleur terme. Vulgariser justement la F1 pour nous, pour Doig et moi par exemple. Même pour moi j'apprends des trucs aussi.
gros. De ouf. Non, mais tu sais que ça fout une pression de ouf parce que au final, maintenant que je connais un peu Esteban et quelques autres pilotes, j'ai plus le droit de dire des conneries. Avant, quand t'es petit, mort, machin et tout, tu peux dire des conneries et tout, dire ok, là j'ai pas fait une vidéo ouf. Là, tu sais qu'il y en a. C'est quoi ça là, t'es là, ok, va falloir que je vérifie les sources et tout, tu vois. Non, mais surtout qu'il y a des moments où tu critiques les pilotes des fois. Parce que tu fais un coverage de tout. Et s'il me critique, je lui mets un coup de roue, il finit dans le bac à gravier. Ouais. Il a pas il met une tarte avec sa main. Attention. Justement, vu que tu peux pas dire, Esteban pas ouf sur cette course. Là, j'ai rencontré Pierre Gasly avant l'Australie. J'étais bon, je allez, sais pas quoi dire. Ça, c'était. Salut, je m'en vais. En plus, on les adore, nous, hein, Pierre. On les adore, bah oui. Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte, mais le sport auto, c'est un sport qui coûte extrêmement cher. Si on veut être compétitif, spécialement en kart, on est obligé de mettre tout l'argent qu'on a. Il n'y a pas de limite budgétaire, on n'est pas comme en Formule 1. C'est trouver toujours les petites choses à gauche, à droite qui fait que c'est ça qui va te faire performer et performer aussi l'enfant qui est dans le karting. Et en fait, c'est un sport qui est ultra violent au final. Le truc, c'est que ça s'arrête rapidement en fait. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, ça s'arrête. C'est-à-dire que en fait, nous, on a réussi à faire le niveau régional et un petit peu du niveau national en fait. Et une fois que c'était à l'international, il y a des grosses structures en fait qui m'ont soutenu après, qui ont financé en fait. Sans ça, l'histoire c'était fini. À l'époque, je me rappelle, on était avec mon père, on allait voir le patron avec le camion qui est tombé en panne sur l'autoroute, donc on arrive en retard et on arrivait avec toutes les feuilles de chrono pour leur montrer, etc. Et puis ils ont dit ok, on embraye, voilà, on vous donne une somme pour la saison d'après et on voit ce que ça donne. C'était quand ça ? Ça c'était 2009. Voilà, c'est l'époque où je rejoins en fait l'écurie d'Enstone. J'aime beaucoup ce premier sujet. Hein. On l'a dit un petit peu sur la jeunesse et comment on y vient, surtout des sports un peu comme ça qui à l'époque ça restait nouveau, tu vois, malgré tout. Maintenant ça commence à faire pas mal d'années et surtout c'est beaucoup mieux retranscrit, retransmis. Qu'est-ce que tu conseillerais là à des futurs parents qui sont en train de te regarder, ils sont peut-être jeunes, ils ont peut-être 18-19 ans aujourd'hui, mais ils vont être parents demain et ils vont peut-être avoir des enfants fans de F1 qui deviendra encore plus banal que ça ne l'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour accompagner au mieux, parce que tu l'as dit, aujourd'hui ça a peut-être aussi changé la manière de se faire remarquer, parce qu'il y a le e-racing. Que j'allais te demander dans le sens où genre à l'époque je pense c'est un peu comme l'e-sport, c'est dans le sens où genre vous étiez un peu dans les précurseurs. Il y a eu des gens avant nous, hein, mais non bien sûr oui, mais dans le sens où c'était tout jeune, c'est-à-dire que par exemple là des marques tier 1, tier 2, machin, etc. Maintenant ça intéresse peut-être aussi à la F1, mais toutes les on va dire les divisions avant, dans le sens où genre aujourd'hui il y a un petit crack en F4 qui performe, boum, il y a peut-être des sponsors, des Red Bull quoi qui arrivent. C'est hyper important. En fait, il y a toujours des juniors programmes en fait des équipes de Formule 1 comme Red Bull, comme Alpine le fait aussi bien sûr. On leur équipe junior et ils intègrent en fait des jeunes dans les autres catégories. Mercedes le fait aussi depuis le kart. Puis moi j'ai fait partie de ça. Sans ça en fait les jeunes qui ont pas de budget, qui peuvent pas aller plus haut, arrêtent tout simplement et trouvent un travail dans le sport automobile, ce qui est super aussi. C'est de graviter quand même autour de ta passion. Bien sûr, il y a plein de jobs qui sont super et il y a plein de possibilités. On peut être coach, on peut être mécanicien, on peut être ingénieur. Voilà, il n'y a pas que forcément le côté pilotage. C'est ça qui est important, c'est que c'est un monde en fait qui est vraiment complet. Mais de mon côté, oui, c'est sûr que sans ces personnes, j'aurais pas pu être où je suis aujourd'hui. C'est super intéressant encore une fois les deux mondes. Puis même toi des pilotes qui connaissent aussi ces deux mondes. T'as jamais essayé de faire en mode crack? Ce qui est marrant, c'est que j'ai un proche qui m'a proposé un karting quand j'avais 13-14 ans à peu près. Il m'a dit je t'offre un karting, mais derrière faut que tu te démerdes quoi. Avec ton père machin, tu te débrouilles. Mon père est pas du tout mécanicien, il sait pas du tout comment ça fonctionne ni rien. À cette époque-là, j'ai eu un peu la préhension d'esprit de me dire je sais que je vais pas réussir à performer parce que j'ai pas toutes les conditions réunies. J'ai pas envie de faire prendre ce risque financier à mon père ou à ma mère. On est pile poil dans l'âge où tu vois où t'as encore un rêve, mais où tu sais que ça devient de plus en plus compliqué. Puis à 13-14 ans, tu commences à être tout juste pour pouvoir derrière faire du karting puis aller dans la monoplace. Parce que maintenant aujourd'hui les jeunes qui font de la F4, ça va être tard, c'est 15-16 ans, mais plus tôt tu commences. Nous avait dit au GP d'ailleurs. Au GP c'était un peu humiliant parce qu'il nous disait votre meilleur là c'est quoi? C'est des pieds lourds actuellement? C'est une 41? Ouais, ils font une 36 les petites 4. Ils prennent 7 secondes, voilà, allez. Ces petits là on commence à 6-8 ans. C'est ça. Ah ouais, j'avais vu justement toi même, c'est écrit que depuis que t'as 4 ans t'es passionné, mais à 4 ans tu ne penses pas à une. Si t'es dans un petit truc de. Ouais, mais bon, on a dit ça, mais tu regardes pas les grands prix, tu regardes pas les. Moi j'avais la petite, je me rappelle encore, j'avais 4 ans, j'avais la petite voiture devant la télé, et je faisais vroom vroom devant TF1 à l'époque. Et mon père était devant les grands prix. Bien sûr. Et je savais faire de la moto avant de savoir faire du vélo. Ah ouais. Mais donc dès qu'il y avait un moteur, j'étais comme un. Et t'as jamais voulu faire de la moto? Alors mon père a eu un accident en moto et du coup il a dit tu resteras sur 4 roues, ça sera bien mieux. J'en reviens à la question parce que du coup tu parlais aussi du risque financier. Ouais, tu conseillerais quoi aux parents qui souhaitent accompagner au mieux leur enfant aujourd'hui? Donc déjà voir le potentiel, confirmer le potentiel sans prendre trop de risques. Et ensuite, si tu vois que t'as quelque chose, c'est quoi les étapes d'après? Parce que même moi, je sais pas. Tu l'as dit risque financier, mais si on a la chance déjà d'essayer un karting, je pense que la première chose qu'il faut dire tout simplement, c'est de profiter du moment. On n'a pas tous la chance d'essayer des machines comme ça. C'est des machines qui coûtent très cher, qui sont quand même sophistiquées. À chaque fois que je montais dans un karting, moi j'avais le smile et j'étais heureux de faire ce que je faisais. Certes, j'avais un rêve, c'était d'aller en Formule 1, mais jamais je pensais à autre chose que de m'amuser. Dès que tu montais, que t'es dans l'instant présent. Exactement. Donc ce que je pourrais conseiller, c'est aller voir des cours
course, que ce soit régional, que ce soit national, parler aux équipes, aux autres pilotes. Et à un moment, il y aura un kart qui va se libérer et il y a des gens qui sont toujours très sympathiques. J'y étais encore ce week-end. J'étais au circuit de karting de Chaland. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pascal Martini qui donne la chance aux jeunes. Voilà, j'ai un ami qui n'a pas la chance non plus de faire du karting et il est monté dans le kart et il a fait des chronos incroyables alors qu'il n'avait jamais fait de karting avant. Et ce monsieur, il a bon cœur. Il donne la chance aux jeunes de monter dans le kart, essayer, voir ce qu'il donne. Il les a encore emmenés en région parisienne, 6-7 enfants de 12-13 ans à faire du kart. C'est vrai qu'on parle de la compétition et tout, mais ça reste un loisir aussi avant tout. Bien Moi, sûr. Je me rappelle tous ces moments avec mon frère, on prenait 2 cartes parce qu'on avait la chance. C'était des cartes un peu dans d'autres pays, dans des parkings un peu improvisés. T'as dû connaître. Ça c'est chaud. Oh, c'est pas chaud. Il y a des courses ballot de paille, ouais. Tu mets des pneus, tu fais un j'ai circuit. Mais comme toi, je montais, j'avais le smack. Mais j'ai commencé comme ça. En fait, c'était des démonstrations, ça s'appelait, parce qu'il n'y avait pas de mini-carte à l'époque. Donc du coup, on avait des démonstrations, ça s'appelait. Et je me rappelle avoir fait une démonstration sur le parking de Cora un jour avec des ballots de paille et je roulais. Là, j'ai eu ma petite médaille à la fin. C'est ça, c'est ça. Et après, les jeunes ont pu aller sur les circuits et faire. Ça, c'est à quel âge ça? Là, j'avais 6-7 ans. Ah, pardon. À l'époque, dans le Sadab. Oui, 13-14. Non, 13-14. 6-7 ans, petite démonstration là sur le parking. Je faisais des Legos, Maintenant, il y a la possibilité de faire du sim racing. Donc tu connais aussi d'aller vérifier si. Ah bien sûr. Déjà, essayer quelque chose qui est accessible. Maintenant, on peut essayer n'importe quoi. Un karting pour peu de budget comparé à un karting réel. On peut avoir déjà des sensations. On peut voir déjà ce qu'on vaut comparé aux autres. Après, c'est quand même un budget le sim racing. Bien sûr. Ce que je me demande, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même. T'es le meilleur. Tu t'achètes un kilo. Ah oui, t'as un setup. Alors, les meilleurs sim racers, comme on les appelle, peuvent rouler avec les setups les plus explosés de la Terre. Explosé. J'ai du respect pour Logitech, mais est-ce que c'est juste le volant avec les pédales basiques? Ça peut. Il y a des mecs super bons. Et la cale de bois. Non mais ouais, attends, c'est le premier prix, c'est le premier truc que tu mets ton volant que t'accroches un peu bizarrement à ton bureau. C'est ça. Les pédales, mais c'est fait pour conduire un camion à la base, quoi. C'est ça. Moi, en fait, je vais moins vite quand on me met sur un autre simu que mon volant de toujours qui a du jeu comme ça. Il est habitué. Mais t'es habitué, c'est comme nous. Tu me changes de clavier de souris. Si tu joues 6 mois sur le nouveau simu, je suis sûr que tu feras un meilleur. Même pas 6 mois, une semaine. Je suis pas certain. Une semaine, c'est avec un fast learner. Tiens, d'ailleurs, vous êtes trop fort. Merci d'ailleurs aussi vous sur le chat, sur le hashtag. On a des petites infos par rapport à partir de quelle catégorie tu vis correctement sans la boule au ventre financière. Les catégories professionnelles maintenant en sport automobile, il y a la Formule I, les 24 heures du Mans, donc le WEC, le championnat du monde d'endurance. Il y a la F1 bien sûr. Il y a le GT pour certains pilotes qui sont constructeurs, qui font des courses partout dans le globe. Le GT, c'est les voitures à porte qui ressemblent aux voitures de route. C'est le tuning professionnel bien quoi. C'est le GT3 ça s'appelle, qui sont rémunérés comme Sébastien Loeb, comme mais ça, Nasser Al-Attiyah. Tu le mets dans les GT? Tout ce qui est Porsche, Ferrari, tout ce qui peut être, je sais pas moi, BMW aussi d'ailleurs. Ils se tapent des courses. Il y a des courses avec les voitures qu'on peut voir sur la route, sauf qu'on leur rajoute un petit peu des pare-chocs, des carrosseries, etc. avec des ailerons, des plein de chaînes. Pourquoi sur Twitch? Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, des vraies voitures de civils. Non mais toi, il va falloir qu'on t'emmène quelque part. On va t'emmener au Nürburgring. Est-ce que vous avez déjà vu vous? Attends, je vous jure que j'ai jamais. Mais si le GT, voilà. Mais vraiment en mode avec le drapeau à damier. Mais un truc de fou en plus, c'est le circuit il fait 20 km. Oui, non. Il y a quand même beaucoup de oui, donc il faut qu'on rattrape. Mais du coup, qu'est-ce qui interdit à un civil de faire ça? Qu'est-ce qui m'interdit moi de monter dans une Ferrari d'aller faire ça? Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ce qui va t'interdire, c'est ton compte en banque. Le budget. Après, il suffit d'avoir une licence de pilote. Non, mais si on a un copain comme Godaga qui peut nous prêter sa Ferrari. Non, ça n'a rien à voir. Alors, c'est le modèle. La base de la voiture est la même. La base, c'est-à-dire les phares, la marque. Le reste, tout change. Tout le reste change. T'achètes une vraie voiture de course en fait. Voilà, c'est ça. Là, les GT3, c'est à peu près. Voilà, il y en a. 300. Vous voyez là? Mais si, c'est ça. Voilà. C'est Ferrari ça. Ça, c'est une Porsche. Ah ouais, mais ils sont tellement remis. Pour moi, c'était une autre voiture. C'était une GT quoi. Mais attends, mais là, du coup, elles ont toutes le même design, mais c'est genre Porsche, Alpine, machin. Non, pas toutes le même. Non, elles ont pas toutes le. C'est juste que l'Audi derrière est bleu aussi, mais globalement, t'as des Porsche, t'as des Audi R8, t'as des Ferrari 488, etc. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des voitures de sport qui sont préparées spécialement pour la course. Et ils conduisent à gauche ou ils se mettent au milieu de la voiture? À gauche. Mais du coup, toi, il y a des catégories qui t'intéressent comme ça? La F1 reste le top en fait de la pyramide. C'est toujours le top du sport automobile. J'ai des pros sur code, un petit game de valo. J'ai la chance maintenant d'avoir accès à des belles voitures de route, d'aller faire du drift avec les amis le week-end. Ah ouais, ça aussi. Ça c'est le kiff. Et j'emmène les amis. Je pourrais vous emmener un jour. Enfin, si vous êtes chaud. Moi j'entendais que l'invitation de Le Bouzeux, mais si tu m'invites avant Le Bouzeux, ça fait un an je fais exprès d'être gentil avec Le Bouzeux que pour ça. Si j'ai plus besoin, je vais lui dire toutes mes vérités. Despiello, je voulais qu'on parle de toi parce que désolé, j'ai passé énormément de temps sur Esteban Ocon. C'est lui la star, c'est pas moi. C'est vrai. Revenons sur le setup. Des setups pour pas cher, t'en as pour 100 balles pour commencer déjà. Maîtriser son matériel, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que peu importe le matériel que tu peux avoir chez toi, tu peux rouler sur n'importe quelle simulation parce que en fait, c'est là où ça va faire la diff, c'est sur le pilotage. Plus le setup va être cher entre guillemets, plus tu auras du confort ou en tout cas des informations plus
plus précises dans le retour de force, le volant, etc. En termes de simulateurs, après, t'as les simulateurs qui vont chercher dans des centaines de milliers d'euros. Bah, on a juste là-haut. Bah, t'embête pas, on a la démo. Écoute, moi, avec grand plaisir. Je vais me prendre une volée par Esteban, je finirai encore deuxième. Ça me va très bien. Le simulao. Non, j'ai pas vu. C'est un petit simu. Mais j'en ai. Putain, j'ai encore leak. Qu'est-ce qui Non, mais en gros, non, mais ce que non. Tu traînes avec Squeezie, toi. J'ai rien leak, mais. Ça fait pas 3 jours que tu traînes avec Non, mais Moi, je parle pas anglais, c'est quoi leak? Leak, non, c'est rien. Non, mais c'est qu'aujourd'hui. C'est Blick, la nouvelle BD. Ah, exactement. C'est ça. Bah, aujourd'hui, je viens de recevoir la nouvelle BD Blick chez moi pour m'entraîner à lire. Ouais. T'allais dire un truc, du coup. Non, mais du coup, moi, le GP Explorer 1 m'a super motivé. C'était trop cool. T'as investi dans un simu, du coup. Ouais, c'est ça. Ah, c'est top. Donc. Le setup de l'enfer. Pour terminer le chapitre du simu, effectivement, la div de setup fait pas forcément la div sur la piste. La première chose à améliorer sur un setup de sim racing, c'est malheureusement perdu les pédales, effectivement, surtout la pédale de frein, parce que en fait c'est là-dessus que tu gagnes le plus de temps. Alors vous, c'est des simulateurs qui sont faits maison. D'accord, ok. Mais frérot, il joue pas sur Assetto Corsa. Là, c'est vraiment des trucs. C'est pas loin. Oui, mais c'est des trucs qui sont totalement refaits vraiment. Tout est refait en fait derrière par les ingénieurs du coup de notre équipe d'Alpine, et on a tout le modèle voiture où on peut vraiment recréer toutes les conditions de la réalité, quoi. Et ça c'est ouf parce que du coup on arrive en fait prêt sur les grands prix avec le setup fait du simulateur. Alors c'est super ce que tu dis parce que là il y a un vrai sujet, je crois, qui s'est lancé récemment, mais je crois que c'est aussi pour des raisons économiques. Tu l'as dit, le training que vous arrivez quasiment sur le jour J pour les essais libres déjà prêt. C'est-à-dire que les essais libres, on se demande à quoi ils servent aujourd'hui, entre gros guillemets, même si ça sert pour plutôt continuer la progression. Bien sûr, à finaliser. Même économiquement, ils veulent proposer peut-être d'autres choses, peut-être venir au contact des pilotes, peut-être faire d'autres trucs pour rendre ce jour-là plus intéressant, plus cool. Et parce qu'aussi les pilotes en ont un peu moins besoin parce qu'ils arrivent préparés, voire avec les essais libres sont surpréparés. Puis ensuite du coup au qualif et à la course, il y a moins de surprises. Qu'est-ce que t'en penses en fait, c'est un peu comme vous avez fait vous au Grand Prix Explorer. En fait, vous avez tout conditionné vraiment. Mais c'était top. Ouais, t'as raison. En fait, parce que du coup, tu te mets dedans et tu lâches plus le truc du début à la fin. Il y a des activations tout le temps. Et en fait, c'est un peu ce que la F1 cherche à faire. Et par exemple, le prochain week-end, là où on va à Bakou, il y aura une séance d'essai et après, du coup, il y aura la qualif, la course sprint. Donc il y a 2 fois plus de courses, donc 2 fois plus de show. Et ils veulent pousser dans ce sens-là, en fait, d'avoir plus de courses. Moi, ce qui m'a choqué, d'ailleurs, quand je t'ai demandé, tu me disais justement qu'il y a des courses, donc t'arrives, t'es officialisé en tant que pilote de F1 et tu n'as jamais conduit le circuit de ta vie. Et tu dois être bon directement. Donc ce que tu me disais tout à l'heure, c'est Monaco que t'avais conduit pour la première fois. Ouais, bien sûr. Et ça, plein d'autres, mais ouais, on a au simu avant quand même. Au simu, oui. Oui, mais aussi, oui, non, mais c'est pas pareil, frérot. T'arrives le jour J, frérot, tu perds 10 secondes. Ça saute à la tronche. Il faut bien une première fois pour tout le monde. Donc en fait, tous les pilotes ont forcément eu leur première. Oui, mais non, parce qu'avant, tu sais, il y a la F2, il y a la F3, il y a la F4, et en fait, il y a des circuits qui sont. D'accord, ok. Voilà, et là, t'arrives, tu dois affronter des monstres. Toi, c'est plutôt un cas à part, ce que t'as vécu. Alors oui, parce que moi, j'ai pas fait de Formule 2, donc du coup, j'ai pas eu Monaco, par exemple. Mais à l'époque de Lewis ou de Fernando ou tous ces pilotes-là, eux, en fait, avaient des tests illimités. C'est-à-dire qu'entre les courses, ils pouvaient rouler la voiture autant qu'ils veulent. Mais genre, ils pouvaient rester 2 jours de plus. C'est ça. Il reste 2, 3, 4 jours. Et ça coûtait énormément. La loc, quoi. Mais il y avait des sponsors qui payaient grave à cette époque-là, les cigarettes, l'alcool, tout ça. Ah mais je savais pas eu tout ça. Ouais, si. Comment se déroule un week-end de course pour un pilote? Quel jour arrivez-vous, etc. Est-ce que tu peux peut-être prendre le dernier Grand Prix en exemple? Ouais, l'Australie, c'est un Grand Prix qui est quand même particulier parce qu'en fait, il y a énormément de décalage horaire. Donc du coup, on essaie d'arriver assez tôt quand même. Il y a des pilotes qui sont arrivés le dimanche d'avant pour commencer à se décaler. Moi, en fait, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je suis arrivé plus tard, mais par contre, je vivais aux heures de l'Australie. Enfin, c'était horrible et top à la fois parce que du coup, je jouais à la Play toute la nuit, à 4-5 heures du matin. Ouais. Tu jouais à quoi J'étais 7. Bon, après, j'avais des amis qui étaient assez chauds. On switchait des fois un peu Fall Guys, Rocket League. Ah oui. On rappelle que c'est un travail, mesdames et messieurs. C'est un travail. En fait, c'est plutôt cool. C'était pas si horrible. On est forcé de jouer pour être dans les horaires que sa structure lui demande. C'est ça. Donc bon, je voyais pas grand monde de ma famille forcément parce que je vivais complètement décalé. Mais je suis resté un petit peu plus chez moi avant de prendre le vol et je suis arrivé en fait, j'étais tout de suite décalé. On arrive normalement sur un Grand Prix européen le mercredi. On fait la séance de physique le mercredi quand on arrive. Et après jeudi c'est Media Day, tout ce qui est interview, tout ce qui est préparation avec les ingés. Le samedi c'est forcément les derniers essais libres qualif et la course le dimanche. Et après on repart soit le lundi matin, soit le dimanche soir. Attends, c'est si t'as gagné. C'est à peu près toutes les 2 semaines. Voilà, c'est ça. Si t'as gagné, tu restes la soirée de plus. Tu vas faire aussi le rappel parce qu'il y a une structure e-sport qui s'est lancée ce week-end. Non, mais c'est quoi toi le rythme des il est chiant, les gars, c'est fou. Mais c'est quoi le rythme des joueurs, des matchs, c'est quand Pareil, mec, tout pareil. Non, en gros, ils ont 1 ou 2 jours off, ça dépend à peu près où on en est dans le planning de la saison. Et puis sinon, ça joue les week-ends. Des fois, il y a 2 matchs, des fois 4. C'est samedi, dimanche, et pendant les Super Weeks, c'est samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc là, tous vos week-ends sont pris par des matchs Valorant.
C'est ça. Et après, en gros, le split il est divisé en 2 saisons, donc à un moment il y a une petite pause, un peu comme eux, où il y a une petite pause de quelques semaines, et ensuite ça reprend. Ouais, on en parlait du coup parce que toi, je t'avais demandé tout à l'heure, tu suivais un petit peu l'e-sport, Bien est-ce sûr, que tu avais bien vu l'arrivée Mais moi j'ai une question. Est-ce que déjà les joueurs sont rémunérés et comment tu les rémunères? Non, si, bien sûr, ils sont payés, ils ont des contrats, etc. Et en gros, ça fonctionne en mode des fixes, et suivant leur performance, ils ont des primes. Ouais, c'est ça, des bonus. D'accord. C'est un petit peu pareil dans l'e-sport déjà en F1 e-sport et sur certains contrats aussi en F1. Tu négocies le contrat avec eux, il y en a certains qui au contraire sont en mode non, si on n'est pas dans le top 3, je veux pas de prime. Mais par contre, si on est dans le top 3, je veux plus. Et tu dis des trucs ça comme ça. incite à la performance, tu vois, c'est plutôt un cercle vertueux. Et puis du coup, derrière, c'est les sponsors. Parce que ça motive à faire bien. Mais c'est trop bien que tu te poses ces questions-là, parce que nous, c'est les questions qu'on se posait dans la F1 en mode mais comment on fait? Non, mais à l'époque, par contre, dans les débuts de l'e-sport, tu te payais qu'avec le cash prize de LAN et il y avait rien. C'est vraiment, tu faisais sur ton temps, t'allais à l'école. C'est le bon moment pour. Et parfois, t'avais un petit. Ouais, en ce moment, disons que ça s'est un peu plus professionnalisé, genre ça. comme ça. Enfin, tu vois, il y a des sponsors comme Red Bull, etc. Comme t'as dit juste avant, il y avait Renault, du coup, Alpine qui était avec Team Vitality il y a quelques années. D'ailleurs, si Alpine sont intéressés, n'hésitez pas, les gars. Oh là là. Ça marche bien pour nous si jamais. On adore Alpine, les gars, venez. Non, mais en vrai de vrai, voilà, c'est qu'en fait, maintenant aussi, il y a plus de sponsors, même tier 1, tier 2, etc., qui s'intéressent à l'e-sport, alors qu'avant, il y avait que les sponsors périphériques qui étaient vraiment le game qui étaient là. Alors que là, il y a un peu des qui s'y intéressent aussi, quoi. À l'époque, c'était un peu ghetto quand même, tu vois. Là, je me rends pas du tout compte la scène e-sport. Alors, le Covid a totalement tout explosé. Ouais, c'est ça. Le problème de la scène e-sport, c'est surtout l'audience qui crée la valeur. En fait, s'il n'y a pas une audience de fou. Tu t'as juste à comparer, là, par exemple, les premiers matchs. D'ailleurs, grâce à eux, il y avait 80 000 viewers au moment des matchs, alors qu'il y a 5 ans, les Worlds de League of Legends faisaient par exemple 50 000, 60 000 viewers. Alors que là, c'est juste un stream entre guillemets lambda d'un match lambda qui fait ce genre de chiffre. Donc aussi, il y a plus de gens qui regardent. Je pense que c'est un peu comme la F1. Tu vois, plus les audiences montaient, plus toutes les marques voulaient être sur justement des voitures, etc. Qu'est-ce qui a aussi amené un petit peu l'intérêt de tout ça? On dit Netflix en mode oui, c'est vrai que ça a été le dernier élément, mais en fait, avant Netflix, il a fallu autoriser autoriser ça. Non, mais je crois que c'est une galère, parce que Netflix, première saison, c'est en mode tout le monde avait oublié, tout le monde laissait les micros, ça parlait de tout. En fait, et ils ont tout sorti en mode regardez les embrouilles. Et après saison 2, saison 3, ils se sont fait casser les jambes en mode. C'est incroyable parce que la F1, personne s'est rendu compte en disant si, ils vont faire un truc, etc. Et genre tranquille, première saison, tu vois. Personne savait trop à quoi s'attendre, et quand toutes les équipes ont vu à quel point ça a été en profondeur dans les équipes, les mecs ils sont il y a des trucs quand même. Mais je pense saison 1, il y a des trucs que certaines écuries voulaient pas sortir. Tu peux pas dire non, ça vous sortez pas. Parce que je signe quelque chose en fait. Ça se voit que c'était un milieu où en fait pendant très longtemps l'image était contrôlée ou en tout cas interdite, ce qui fait qu'ils se sont même pas posé les questions de comment on reste caché, et en fait ils ont tellement la liberté de parler dans le paddock que là ils l'ont un peu payé. Mais explique-nous comment c'est arrivé. Alors à l'époque, le changement il a été fait quand il y a eu les nouveaux investisseurs qui ont été Liberty Media, et du coup il y avait que les télévisions qui avaient le droit de communiquer sur la F1. Même les équipes en interne avaient le droit que faire des photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas le droit de faire une vidéo de 5 secondes. Ah non, une vidéo de 5 secondes c'était interdit. Même sur les paddocks, il y avait beaucoup moins de monde qui circulait. Bien sûr. Attends, mais tu sais qu'il y a Lewis Hamilton, il avait Snapchat, genre c'était quoi, 2014? Non mais arrête de faire de la propagande. Enlève ça. Il est chiant. C'est un forceur. Lewis Hamilton en 2014, il faisait des snaps dans le paddock. Il se faisait embrouiller. Il s'est fait embrouiller. Et en fait, quand Netflix est arrivé avec Liberty Media, en fait, je me suis dit tiens, ça va être sympa quoi. Il y a certaines équipes qui ont dit non, nous on fait pas ça, ils s'attendaient pas à que ça explose. Mais moi, je leur ai consacré pas mal de temps. Pour moi, là-bas, je me suis dit ça va faire un souvenir sympa. Et ouais, c'était hyper cool en fait. Je les ai amenés dans mon centre d'entraînement, leur montrer ce qu'on faisait, et faire partager en fait notre passion à tout le monde, pas que seulement aux fans hardcore de la F1 en fait. J'aime trop parce que toi, Gotha, t'as vécu la même chose, et ce week-end vous essayez de faire ça avec Squeezie, d'essayer d'amener un peu tout le monde, ou même les non-initiés, les non-hardcore, quitte à parfois un peu saouler les hardcore. C'est fou comme ces mondes se ressemblent, parce que tu l'as dit toi-même, pendant très longtemps vous êtes restés, j'ai l'impression, entre vous, je te mets dedans, mais ce milieu-là, en interdisant les images, le fait de développer, ou en tout cas en laissant les mêmes médias le faire, et donc on parlait aux mêmes gens, mais c'est normal que ça devienne. Après, moi je pense que toi, par contre, t'es l'un justement des rares pilotes qui faisait des efforts. On t'a vu faire une vidéo avec Thibaut Inchep, vraiment t'es passé dans Popcorn, etc. Tu t'es quand même ouvert et t'as montré que oui les gars, je suis pas un robot, regardez, je trouve cool, machin, etc. En dehors du paddock quoi. Mais moi j'adore votre milieu, les gars, YouTube, que ce soit Twitch, que ce soit les réseaux. Moi c'est quelque chose qui me plaît. Avec le masque, avec ça. En fait, vous avez amené une nouvelle vision en fait de la chose, et on fait ça vachement cool, vachement simple, que quand on est devant les télés, c'est pas pareil, je trouve. Parce que tout à l'heure on parlait du Covid justement et l'explosion, mais t'as aussi du coup des pieds à ce niveau-là. J'ai surfé sur la vague. T'as fait ta chaîne YouTube, là actuellement t'as plus de 330 000 abonnés. Et en fait j'ai commencé en 2015 à faire essentiellement du gaming, simracing, que sur du jeu de course. Et en fait fin 2018 je me dis ça me saoule un peu de faire que du gaming. Je vais commencer à faire des vidéos plus courtes, plus travaillées sur expliquer un peu le sport auto en règle générale, peut-être la oh là là. Waouh non. Le beau gars 2016. Ils ont sorti les images. Il a quand même ça c'était de gaming derrière. On voit là. Oh là 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 là. Le clap.
et tout. Ah, Il faudrait que tu le ressortes le clap comme ça. Laissez-le. Oh merde. Oh ça c'était façon Cyprien quoi. C'était 2016 un truc. Ah ouais non ça me fait un coup de. Oh là là. Je me suis retrouvé dans des lobbies pendant le Covid avec Bouzy, avec Thibaut Courtois, avec Latifi, Norris, etc. que j'avais déposé au départ et Latifi m'a repris à Monaco dans l'extérieur du virage. J'ai pas fait Tony Parker non pas encore. Mais c'était des petits groupes comme ça oui sur F1 2000. Bah, ouais, tous ces talents, tous ces sportifs, tous ces compétiteurs s'ennuyaient en fait. Ouais, c'est ça. Parce que surtout que vous avez, on l'a dit, une vie particulière, vous voyagez très régulièrement, donc j'imagine que même quand tu peux être chez toi, t'as pas trop envie de faire d'autres choses parce que tu te dis bon bah dans 4 jours ça repart. Quoi. Bah, surtout que vu que t'es en déplacement, tu peux prendre ta PS5 avec toi, tu peux prendre machin. Ouais, c'est ça. Même avec la PS5 là, c'est compliqué. Tu peux l'avoir la boîte. Il y a des gens qui ont des setups. Mais elle est immense. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est des grosses boîtes quoi. Ouais, c'est lourd là, non? C'est ceux qui sont vraiment gamers qui kiffent. Tu fais comment? C'est différent. Moi j'aime bien avoir mon petit PC un peu partout. Voilà, je te le dis. Ah ouais, moi c'est un truc, excuse-moi. Voilà, c'est mon seul petit truc où je suis une princesse, je veux vraiment avoir un petit setup partout où tu vas. Là, il y a des PC à moi éparpillés un peu partout dans la Non. Je te dis les termes. Oui. Faut savoir qu'il a même enterré un PC quelque part sous terre au cas où il y a une pénurie de PC, lui il sait qu'il a un PC quelque part. Ah ouais, c'est bon. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。 Non mais on se rend pas compte, c'est quand même 20 dans le tier 1 justement de l'automobile, parce que clairement c'est le tier 1 la F1. Oui, c'est quand même... oui, t'es une superstar monsieur. Ouais. Ah non, t'es fou. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des pays où parce que par exemple dans la musique, je sais que DJ Snake par exemple en France il est pas très reconnu, par contre il va dans n'importe quel pays, c'est une oméga superstar, il peut pas faire 2 mètres sans... Ouais, j'avoue. Est-ce qu'il y a des pays plus... C'est où qui sont plus F1 ouais. C'est vrai que c'est où les vrais passionnés de F1, tu les as rencontrés où? No offense aux Français qu'on aime et qu'on adore. Paul Ricard. Non, mais Et l'endroit où tu te dis ah ouais ici ça bouffe les F1 quoi. Hein. alors, il y a des pays où c'est un truc de ouf, mais en fait, ça grandit partout. Là où c'est vraiment un truc de fou, c'est le Brésil. Les gens, ils courent vers nous. Enfin, c'est même, on peut même plus avancer. Regarde dans C'est un l'e-sport, truc de c'est fou. pareil. Hein. C'est dans le sang, voilà, c'est dans les gènes. Italie, Pays, c'était chez Ferrari. L'Italie, je pense, c'était chez Ferrari. Ouais, juste avant qu'on commence l'émission, là, il y a une info qui m'a choqué. Non, mais sur les côtés drogue, L'antidopage. ouais, l'antidopage. Ah. Non, mais j'ai pas compris le truc de t'es tout le temps localisé. On contextualise au chat, on en parlait avant parce qu'il nous a expliqué qu'il pouvait se passer un truc pendant l'émission. Il était en mode non, tu mens. Et en vrai, si, il peut se passer un truc à tout moment de sa vie, on laisse l'expliquer. Incroyable. Mais c'est lié du coup aux règles antidopage. C'est ça, alors les règles antidopage, on doit dire en fait où est-ce que je me situe tous les jours, en fait, Comme de si la tu semaine, pointais. n'importe quand, même Même si si t'avais c'est le bracelet hors- électronique. Mais tu Voilà. peux être n'importe où dans le monde. N'importe où dans le monde. En fait, il y a une application, on doit mettre ça et on doit donner un créneau horaire en fait. Donc c'est mon physio, moi qui gère ça. Et à n'importe quel moment, il y a quelqu'un qui peut venir avec un bocal pour l'urine quoi. Et il me dit bah allez viens, on va pisser. Voilà. Donc bah si je viens de pisser, le monsieur doit rester. Il doit avec te moi. regarder pisser. En plus, il doit me regarder pisser. Ouais. Bah, Oh là là. compliqué. Pour tu triches, éviter les triches. Compliqué pour éviter les triches. Et donc ouais, chez moi, des fois j'ai quelqu'un qui débarque L'happening à de 6h du matin Et pourquoi il fait avec 6 heures une du moustache, tout. Enfin, Mais ça pourquoi dépend il des fait 6 personnes, mais Et c'est la FIA qui les envoie. c'est ça, c'est Ils ont la leur, FIA ou les différentes ASN en fait. Donc Mais comment on devient inspecteur de pays. pipi? Moi je veux faire ça. Incroyable ça. Je vais être là J'ai récupéré la pile. et je vois le blast, je suis en mode ah c'est Esteban. Je vais venir à 6h du mat lui. Mais des fois, je les trique un petit peu. Je leur dis, ah mais je savais que vous allez venir. Et ils aiment pas trop. On sait tout dans le village, on sait tout. Alors que c'est pas vrai. Ah, ça doit être horrible parce qu'il doit penser qu'il a mal fait son taf. En mode, Ouais, c'est il a trop pré-shot. le pauvre en vrai. Du coup, Mais du coup, c'est Open Up je FBI. savais quoi. pas du tout non plus. Par exemple, la dernière fois que t'as dû faire ça, c'était quand Ça doit faire, Ah, ça, je sais faut pas, prendre un un mois, contrôle. un mois et demi. Ouais. Mais c'est souvent ou c'est. Ouais, si c'est souvent, surtout l'hiver. L'hiver, Ouais, sur leur personne. ils sont venus bien 3-4 fois. Tellement Parce bien. qu'il n'y a pas trop de courses, parce qu'en fait, ils nous testent sur les courses beaucoup. Il n'y a pas trop de courses pendant l'hiver, Faut et en vérifier, fait, on quoi. pourrait tricher pour la préparation physique. Et après, ça reste privé ou genre Ah non. Alors, Ça c'est retrait de licence, tout. Non, c'est impossible. Ah ouais, ça rigole. Oui. Zéro. D'ailleurs, on peut en parler de cette licence que j'ai jamais compris. Parce que Moi non vous plus, je avez la un comprends pas. licence. D'accord, vous avez un permis. Bah regarde, ça te Exactement. là, je- Voilà, il va nous expliquer. Ah, merde. On te présente le gars, vulgarisateur. Voilà, je me suis mis dans la. Bon, je vais y aller. Il Allez, vulgarise la F1, les gars. La super Le licence. permis. Bon, le permis de la Formule 1, il faut avoir 18 ans révolus, ou en tout cas 18 ans dans l'année de ta saison de Formule 1. Il faut Le passer permis de conduire. le permis de conduire, absolument. Il faut répondre pas, à des moi. questions. Mais Stéphane, fais Et gaffe. je l'avais pas quand j'ai conduit une F1 en premier. Est-ce que t'as tous tes points? le flex. Ouais. T'as tous tes points? Ouais, j'ai tous mes points. Après, tu conduis jamais en France. Si, vous savez combien de kilomètres j'ai fait l'année dernière? Franchement, je dirais, je fais 6000, 8000. J'ai fait 40 000 kilomètres. kilomètres. Mais t'as L'année fait dernière. comment t'as. Mais ouais, mais sur circuit. Mais Non, mais j'adore. attends, mais- Non, j'adore Mais conduire. tu Je me sens libre. Tu fais jamais d'excès de
vitesse. On a accueilli Pierre Gasly qui était venu et à un moment il devait rentrer chez lui, je crois ça à Rouen. Non mais je lui ai demandé putain tu vas mettre combien de temps à rentrer. Disons qu'il m'a pas répondu le temps estimé sur une application normale. T'as dit divisé par 2 quoi. Je sais pas, j'en dirais pas plus, je donnerai pas plus d'informations. Tu le fais mais pas de boy aussi. Non mais quand t'es habitué à rouler à 300 km/h. C'est vrai que 130 tu te fais chier quand même. Mais arrêtez les gars, c'est pas le sujet. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas rien à voir. Conduite. Puis il faut faire attention sur la route. Vas-y, finis. Pour reprendre super licence pour terminer, il faut répondre à des questions de la FIA. Donc il y a un petit questionnaire. Alors je sais pas si c'est vrai, à quel point ça se fait ou pas. Il faut avoir roulé un certain nombre. Je crois que c'était 300 km. Ouais, c'est il me semble. 300 km en test. En test, effectivement. Voilà. Mais oui, mais la première fois que j'ai roulé en F1, j'avais pas mon permis. J'avais 17 ans. Illégal. Non, c'est juste que. Non, là on te fait une dérogation un peu spécifique, je crois. Et quand tu passes ton permis, attends, tu passes vraiment ton permis, Ika. C'est-à-dire que là, t'es déjà en train de conduire. conduire 20 heures, l'enfer. Attends, mais t'as vraiment mis 20 heures? Ouais, non, mais j'étais obligé. Heureusement, bah oui, c'est 20 heures minimum. Minimum. J'ai fait 20 heures. Alors, la monitrice, ça m'a dit après que je l'ai passé. C'est bien, Esteban, tu prends bien les vous étiez le meilleur depuis un moment. Merci beaucoup. Attends, mais elle savait pas qui t'étais? Non, elle savait pas. Incroyable! C'est trop bien. J'étais content du coup. Je me suis dit, imaginez les gars, je suis le gars de ton auto-école comme ça en mode prenez à droite, faut vraiment mettre les mains comme ça. Les mains 10h10. Mais c'était vraiment ça. Aïe aïe aïe. C'est bien de rappeler que c'est pas du tout le même exercice. Ouais, mais bon. Une A1, c'est pour se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité avec les gens à son bord. Et il y en a un autre, c'est de la compétition où tu vas chercher la limite à chaque instant. Je dis ça, je suis pas du tout un exemple. Tu me connais sur la route. Enfin, à chaque fois, on fait la course le soir en rentrant avec Gotha. Non. Non, mais pas du tout. De toute façon, moi je rentre en Uber, donc c'est pas moi qui conduis, je vois pas de quoi il parle. Bref, du coup, par exemple, la super licence, est-ce que c'est dans ton livre? Parce qu'on n'a pas parlé de ton projet, on a dit qu'on viendrait. Si, effectivement, je l'explique dans le livre que. Putain, belle transition, c'est beau ça. Il s'améliore. Une patate chaude, magnifique, incroyable. Waouh! Ce week-end, ça va voilà, exactement, premier virage. Comment ça s'est fait? c'est beau. Assez simplement, en fait, j'avais envie de faire un peu un gros projet qui me caractérise un petit peu et qui fasse aussi plaisir à la communauté parce que j'ai jamais fait un gros projet comme vous avez peut-être l'habitude d'en faire. Moi, c'est mon premier gros projet. En fait, c'est effectivement le but, c'était d'expliquer la Formule 1 à travers ce livre. C'est pas juste savoir comment on pilote, c'est pas juste la voiture, c'est vraiment tout l'écosystème. Parler de qu'est-ce que c'est que la FIA, qu'est-ce que c'est que la Formula One Management, qu'est-ce que c'est que les équipes, comment ça fonctionne, tout ça. Il va y avoir quelques notions aussi un petit peu de pilotage, histoire de pouvoir permettre à certains de mettre le pied à l'étrier sur des termes un peu plus techniques, etc. On en parlait avec Esteban justement sur l'attaque, la défense. C'est des sujets en fait qu'on voit en analyse beaucoup sur des faits de course où on se dit ah ouais bah lui il a fait ça donc lui il a voulu faire ça, etc. Mais en fait il n'y a jamais eu vraiment de théorie sur comment tu construis une attaque, comment tu construis une défense, ce genre de choses. Donc c'était un petit peu le but de faire tout ça sur ce livre. Puis on a fait effectivement une campagne Kiss Bank Bank qui a extrêmement bien marché où effectivement je le dis tout de suite, cette marche sera réutilisée pour d'autres projets que j'ai déjà eu en tête tout à l'heure. Explique-nous parce que ça a bien marché, c'est à quelle hauteur? C'est hauteur on a cassé la baraque quoi. Tu m'avais demandé combien? On a demandé 35 000, on s'est retrouvé avec 643 000 et quasiment 10 000. Merci beaucoup, merci. Et merci mec, franchement, non merci vraiment de faire ça, parce que c'est quelque chose qui aide les personnes à comprendre. Esteban Ocon qui te dit merci. Et non, franchement c'est top, merci frérot. C'est vrai qu'il faut les accompagner, tous ces gens qui ont découvert la F1 avec Netflix, avec ces nouveaux un peu reportages, faut les accompagner. Moi par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre certaines règles de course qui sont pas logiques. Enfin, nous aussi il y a des choses, il y a des dépassements interdits, il y a des endroits, il y a des ça, c'est pas logique si on te l'explique pas, donc moi je serais le premier à sauter dessus pour essayer de... Avec grand plaisir. On va parler pour le prochain sujet un peu de GP Explorer, est-ce que tu en parles un peu, il y a des rien à voir, hors sujet. J'ai eu mon expérience. En fait, le truc, c'est que l'expérience du GP Explorer m'a permis aussi de voir plein de choses. Et même, j'ai eu la chance d'aller sur un Grand Prix l'année dernière avec Alpine, de voir toutes les coulisses. J'ai visité l'usine d'Enstone et de Viry-Châtillon. Donc, t'as vu le simulateur? J'ai vu le simulateur. J'ai pas pu faire un tour dedans. J'ai demandé. Mais tu vas pas faire c'est quoi, c'est une bulle? On va revoir ça. Gros truc. Mais non, effectivement, c'est l'image de la marque. C'était fou, quoi. Et en fait, le fait d'être au contact de toutes ces personnes, déjà, en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand tu rencontres toutes ces personnes qui sont à la fois à l'usine, qui sont à la fois sur le Grand Prix, ce qui est très bizarre comme sentiment, et j'ai eu la chance d'être sur le grid walk, donc c'est-à-dire que c'est le moment avant le départ. Oui, où tout le monde marche. Maintenant je connais, c'est fou. Grâce au GP. C'est un moment incroyable, et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est pas juste un pilote et sa voiture, c'est un pilote et 500 personnes ou 1000 personnes qui ont bossé sur une voiture. Et je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a vraiment pris au trip. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable parce que j'avais enfin la vision de l'écosystème en entier, et c'est juste fou. Ce qui est terrible, c'est qu'on se rend pas bien compte à quel point il y a énormément d'investissement
investissement humain là-dedans. On se dit toujours que c'est une question d'argent, etc., ce qui est pas faux, mais il faut quand même des cerveaux derrière qui travaillent là-dedans. Et là, ce que j'ai vécu, c'était fou. Tu l'as dit, t'as eu accès à des informations, à des choses. Comme un dingue. Et du coup, effectivement, ça a dû peaufiner un peu ta plume pour mais complètement. décrire un petit peu tout ce que tu as pu voir. Que ce soit le GP Explorer, les différents événements avec Alpine, ça m'a permis d'être plus précis, d'ouvrir l'esprit là-dessus. C'est des expériences qui sont juste folles, quoi. Donc quand je vois comme ça un passionné, et c'est comme toi, Gothal, avec ce week-end, là tu l'as plus, c'est peut-être que t'avais ce week-end, mais ce week-end, t'avais 15 ans de moins quand je te voyais. Ok, ouais, sûrement. C'est un peu pareil, là, quand il parle de ce projet-là, c'est le passionné qui arrive pas à l'accomplissement de son truc, mais tu sens que ça le soulage d'un énorme truc. Genre là, tu vas pouvoir, il y aura une sorte d'avant-après ton livre en mode, c'est bon, ces bases-là, c'est fait, on passe à autre chose maintenant, et tu vas peut-être aller plus en profondeur. Bah, en fait, alors ce qui est terrible avec le livre, c'est que j'ai envie d'aller tellement en profondeur dans plein de sujets. C'est trop tôt. Bah, c'est trop tôt, mais surtout que le livre il ferait 2000 pages et je peux pas, quoi. Donc il va faire à peu près 180 pages. Il y a des schémas, ça commence à faire. Il y a pas mal de trucs. Et au final, ça fait pas tant que ça. Bah non. Mais c'est à force de bosser dessus. Je suis désolé pour toi d'avance. Fais pas tout dans un livre, faut être business. Ce qui est trop bien, c'est que genre il y a un GP2, tu vois, que genre tu le gagnes et tu te mets en couverture avec le. Mais ce serait trop bien. Moi, j'achète encore plus. On t'a coupé par rapport à ce week-end. Non, j'ai rien dit encore. Non, c'est toi qui veux trop parler de Gentleman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu auras ton maillot, toi. Je l'ai acheté, j'espère bien que je l'aurai, frère. Ah, ok, 70 balles. J'espère bien que je vais l'avoir. Ok, donc. Mais voilà, donc super expérience. En vrai, j'ai hâte que ça se finisse et j'ai hâte de le faire découvrir aux gens. Parce qu'on ressent la passion, on est d'accord. Ah non, totalement. C'est un truc de ouf, quoi. D'ailleurs, par rapport au réseau, désolé en transition, est-ce que tu prends les réseaux sociaux comme une force ou est-ce que au contraire, parce que là aujourd'hui, moi je te dis, mon avis par rapport à ça, c'est que Twitter, on est un peu dans une phase où les gens sont méchants très rapidement, tu vois. Du coup, toi, en tant que pilote, comment tu vis ça? En fait, de mon côté, c'est un peu comme tu l'as dit. J'ai un peu tout vécu. J'ai vécu des côtés, super, le bonheur, tout va bien, les victoires, bien sûr. Des trucs super. Et j'ai eu d'autres moments qui ont été un peu plus difficiles et beaucoup de hate, quoi. Et c'est clair que Twitter, c'est un monde qui est un peu sombre. Mais pas que. J'ai reçu des trucs difficiles à lire, des menaces de mort. Quand j'arrivais au Mexique, des gens qui m'envoyaient. C'est vrai que lui, il y a ça. Ils envoyaient leur pistolet en disant on t'attend à l'aéroport. Des trucs de fou. Mais voilà, il faut. Quand c'est pas ta culture et tout, j'avoue, tu dois être beaucoup plus parano. Désolé, je te coupe, mais non, pas de problème. Ouais, parce que nous, au pire des cas, c'est les Français. Les menaces, c'est en mode je vais détruire tous tes lobbies, je vais te streamac. Ouais, non, oui, cool. même ça reste c'est un autre game là. Donc la psychologie du gars, c'est vrai que quand t'es face à peut-être d'autres pays, pardon, mais vas-y. Non, mais c'est clair que quand on voit ça, ça fait peur d'un côté. Je me concentre beaucoup plus sur toutes les personnes en fait qui me soutiennent. J'ai énormément de gens qui m'envoient des messages tous les jours. J'aime bien le mot je me concentre pour expliquer que ça reste un effort. Tu vois, on doit éviter quand même parce que c'est un effort. L'humain est toujours attiré par la critique. C'est difficile. Et tu l'as dit toi-même, je me concentre sur. Bien sûr. Et j'en reçois tous les jours. Des choses qui font pas plaisir. Mais j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit c'est bizarre, mais en fait je t'aimais pas avant. Mais je fais pourquoi tu m'aimais pas avant? Enfin, on vient de se rencontrer, tu me connaissais pas. Il m'a dit en fait j'ai discuté avec toi et je te trouve super sympa et je pensais pas en fait. Les gens se font une image. C'est ça. Après vous dans la F1, vous avez souvent des visages fermés, même après une course, t'es en mode. Compétiteur. On est concentré, on est dans. Je pense que. Un footballeur, il va venir, il va rigoler, il va checker, c'est normal, c'est un sport collectif. Je pense que Gotha, quand il est sur une game, et la notion de perdre, elle est bizarre parce que c'est vrai qu'un footballeur, t'as gagné 1-0 ou t'as perdu 1-0 entre guillemets. Toi, quand t'es 4ème, t'as perdu. Mais même qu'il est 2ème, il a perdu. Quand t'es 2ème, t'as perdu. Ah mais oui, c'est la loose. Attends, moi j'ai une vraie question. Ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial. Est-ce que tu penses que t'es d'abord compétiteur ou d'abord pilote? Je pense que je suis d'abord pilote et je suis devenu compétiteur. Par contre, ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de personnes avec qui t'as commencé très jeune qui gravitent autour de cet univers-là quand vous avez 10-15 ans de plus, quoi. Moi, je trouve ça fou parce que quand on voit des photos de lui avec Pierre Gasly, avec Max Verstappen, genre à la même compétition quand ils ont 8 ans, qui aujourd'hui sont tous les 3 dans les 20 élites de F1. Que c'est un coup de bol incroyable ou c'est assez logique de 3 mecs forts se rencontrent, donc en fait se challenge entre eux, donc en fait vaut mieux évoluer à côté d'un mec fort qui va te challenger à être plus fort, ça très te tire vers le haut, m'améliorer, voilà, tu vas me tirer vers le haut et vice versa. Et donc on a plus de chances de percer. Mais regarde par exemple, jouer avec lui à code et on va ni percer ni lui ni moi. Alors là. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, disons que dans notre game à nous, il y a des moments où t'es pro, tu les croises pas 15 ans plus tard, quoi. Tu vois, genre si des mates, ils ont enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, ils font podium tous les 3, il y a 1, 2, 3. 2 semaines après, ils sont dans un autre pays, ils refont 1, 2, 3, etc. 15 ans plus tard, ils sont dans l'élite des 20 pilotes. Enfin, moi, je trouve ça 20 pilotes dans le monde, c'est tellement peu et que ce soit 3 mecs. Comment tu l'expliques? En fait, je pense qu'on a eu une génération qui était vraiment top. C'est-à-dire que, en fait, je me suis toute ma carrière battu contre des Charles, contre des Pierre. Tous ces mecs-là, ils sont F1 là que je viens de citer. Mais tous ces mecs-là, je roule avec eux
depuis que j'ai 11-12 ans. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et on s'est retrouvés en fait sur toutes les courses de karting, de Formule Renault, de Formule 3, jusqu'à après en fait. Et du coup, en se battant tout le temps ensemble, je pense qu'on s'est tiré vers le haut. Et du coup, quand il y en avait d'autres qui n'étaient pas contre nous, quand on est arrivé contre eux, ils se sont dit ah merde, en fait, ils sont plutôt pas mauvais quoi. Ça c'est à Paris-Bercy. C'est une course sympa qu'on a fait en fin d'année. Moi je trouve ça fou que. Merci le chat. C'est beau. Vous êtes les meilleurs. C'est beau. J'ai vu tout à l'heure, on m'a envoyé un truc comme quoi j'avais 2 enfants et j'habitais dans les Hautes-Alpes. Alors que t'en as 4 et que... Exactement. Alors que t'en as 4 et que t'habites dans les petits. J'habite au Luxembourg. Un vrai article comme ça là. Ouais. Non, pour de vrai, ça te fait ni chaud ni froid. Incroyable. D'ailleurs, je sais pas si t'avais réagi spécifiquement ou en tout cas t'as dû voir le petit coup de gueule de Charles Leclerc qui se faisait un petit peu embêter chez lui. Nous, les streamers youtubeurs, c'est quelque chose qu'on vit depuis quelques années. Beaucoup l'ont gardé un peu secret, d'autres ont pris la parole, Mastu par exemple, Inoxtag et d'autres. Non, c'est compliqué. Ça m'est arrivé déjà quelques fois et les gens en fait sont un peu choqués qu'on leur réponde que c'est quand même privé. On est chez nous tranquillement avec ma famille, comme si moi j'allais chez eux et la personne m'a demandé s'il pouvait dormir chez moi carrément. Donc non, c'était pas. T'es pas proche de ta commune, t'abuses. Ouais. Non et pourtant non. En fait, je déteste. Surtout, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'ai demandé un autographe à une star, un pilote star, qui m'a dit non. Non, je vais pas dire qui c'est parce que honnêtement, c'était pas cool. J'avais 11 ans et je suis venu faire signer un petit t-shirt et il m'a dit non, j'ai pas le temps. Alors je me suis dit à ce moment-là, si un jour je suis dans cette position, jamais ça n'arrivera. Ça m'embête ce genre de situation, mais c'est vrai que c'est pas l'endroit ni la façon de faire de venir sonner chez les gens. Ouais. Je peux comprendre, c'est pas un coup de gueule Charles. Je pense que il essaie d'informer tout le monde que c'est de la bonne façon de faire. En fait, il a senti que ça allait snowball. C'est ça, exactement. C'est pas possible et surtout qu'il y a son adresse qui est leak, c'est compliqué. Et en plus, la Formule 1 est amenée à beaucoup évoluer. En tout cas, il évolue. J'ai l'impression année après année. C'est vrai qu'il y a peu de sports comme ça aussi stables qui changent leurs règles de manière aussi brutale. Tous les ans. Votre méta change tous les ans. Il y a des gros. Aussi violemment. Que ce soit pour les écuries, les staffs et donc les règles sur la bécane, que ce soit au niveau des tarifs. Donc je me dis imaginons t'as 8 millions de sponsoring. Je dis une grosse bêtise, on est sur des valeurs beaucoup plus élevées normalement, et que d'un coup le budget passe à 6 millions max, tu dis quoi? Tu dis à ton sponsor, est-ce qu'il y a moyen que tu me payes un peu moins, frérot? Garde un peu de sous, tu dois réajuster comment? C'est pas moi le manager, donc lui il s'occupe de rouler. Moi je roule et je il est là, il roule, il faut changer sur la voiture. Les gars, la voiture, elle est bonne ou elle l'est pas, tu vois. La relation avec les mécaniciens, ça peut nous intéresser. J'imagine que c'est différent au niveau de chaque pilote. Bien sûr. Toi, quelle est ta relation? Comment ça se passe? Est-ce que du coup c'est des amis de longue date? Moi je suis né là-dedans, donc c'est vrai. Moi je suis né dans une voiture toute démontée. Enfin, je suis pas né dedans littéralement. mais l'image en fait, c'est que je rentrais de l'école, il y avait une voiture toute démontée. Je l'ai né dans une voiture démontée, les gars. Non, mais je me réveille le matin, la voiture elle était toute en place, elle avait démarré quoi. Donc du coup, je suis vraiment né là-dedans. J'aime ce qu'est la mécanique, j'aime le rapport du détail et je connais ça depuis tout jeune. Donc oui, j'aime passer du temps avec les mécaniciens, avec les gars, parce que sans eux, on n'aurait pas ce sport et sans eux, je pourrais aller nulle part. C'est que j'ai une équipe autour de moi qui fait tout pour que je performe au mieux possible. Et c'est ça en fait qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes derrière forcément qui développent la voiture, qui la créent, les ingénieurs, les designers, tout ça. Mais les gars qui l'assemblent, qui la montent, qui la font vivre dans le garage, c'est là où ça prend vie. C'est ce que j'aime. C'est ce moment-là où les gars ils démarrent la caisse, moi je sors et j'échange au maximum bien sûr. C'est vrai que pour eux leur travail concrètement, c'est pas forcément de donner la voiture la plus optique possible, certes, mais c'est de donner la voiture la plus optique pour toi. C'est ça. C'est une chance de dingue. C'est tout le monde doit faire le meilleur travail pour moi quoi. Donc faut qu'ils te connaissent très bien. Que reconnaissant à ces personnes qui bossent que pour moi. T'as combien de mécanos qui travaillent sur ta voiture pendant le week-end? Sur ma voiture, en nombre exact, 5, 6. C'est pas loin d'une dizaine. Ah ouais. Parce qu'il y a les motoristes aussi de l'autre côté qui montent le moteur. Ça tu le vois pas, mais c'est derrière. Je me posais une question. Alors je pense que là encore une fois, moi je suis un peu comme ça. J'aime bien toujours pré-shot ce qui va arriver dans les années futures. Mais quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans tout ça? Parce que je suis en train de me et même le pilotage automatique qui pour l'instant à mon avis vous fait zéro peur. ChatGPT il va te répondre. Non mais sincèrement je me demande tu vas le brancher à la voiture. Je sais pas si à ce point-là c'est une question qui a commencé à rentrer. Non parce que là actuellement par exemple sur des simus c'est des bots qui font les meilleurs temps, non? Alors moi il y a quelques années de ça, je suis pilote d'essai Mercedes 2010. Et il y a un ingénieur qui vient me parler, qui me dit moi je suis sûr que si on crée un bot qui roule, il ira plus vite que toi. Alors là j'ai dit alors là tu peux te ranger jamais de la vie. Le gars trop sûr de lui. Les équipes de F1 ont autre chose à faire que de faire ça, mais par contre on a des outils de simulation etc. Je vais y revenir après. Gran Turismo
Turismo là a créé quelque chose qui s'appelle GT Sophie et c'est du coup un IA hyper sophistiqué qui apprend du coup au fur et à mesure des roulages et qui optimise du coup chaque ligne. Donc c'est-à-dire que j'ai essayé moi parce que j'y croyais pas non plus et en fait on arrive à le battre en le rentrant dedans, en le freinant, en utilisant des choses qu'on peut pas normalement utiliser. Mais par contre s'il est devant tout seul, il s'en va. On peut pas le suivre, il va un dixième et demi plus vite que moi autour. Et que tous les pros e-sport, hein. C'est-à-dire qu'il utilise toutes les failles du jeu en plus que ce que nous on peut pas faire. Donc par exemple il met la roue un petit peu dans l'herbe en entrée de virage pour faire tourner la voiture. Et il sait que c'est pas pénalité parce qu'il a. Voilà. Et donc j'étais hyper impressionné que le truc il aille plus vite que nous quoi. Mais c'est ce que je me suis dit. Et c'est hyper flippant d'ailleurs. Tu peux pas Sharingan parce que par exemple tu sais qu'aux échecs justement il y a l'IA qui est arrivée, qui ont battu tous les plus grands champions et la plupart du coup s'entraînent quand ils veulent devenir plus forts, c'est-à-dire qu'ils revoient leur game avec des bots. Est-ce que du coup vous pouvez pas justement prendre parce que le truc de l'herbe, est-ce que du coup tu peux pas copier et tester en vrai? Si, j'essaie carrément. Je regarde les embarqués en fait de l'IA et j'essaie de reproduire. Du coup je me dis c'est pas bête ce qu'il a fait là, tiens je vais essayer quoi. Ok. Et c'est pareil en fait si on prenait le gars qui est au top leaderboard dans le top 3, on regarde sa caméra, on essaie de faire ce qu'il fait, mais là c'est encore un step au-dessus, encore un cran au-dessus. Donc là on regarde aussi, on essaie de faire mieux. Et en fait ça a été fait dans cette optique-là. Demain autopilote. Alors ça c'est génial. C'est génial. Il faut que vous nous trouviez la régie, la vidéo. La robot race. La robot race. Ah je veux voir ça. Donc ils ont créé ce truc-là et on regardait et en fait le test il était hilarant quoi. Mais pour l'instant ça reste toujours la voiture. 15% pour la voiture, d'accord. C'est-à-dire qu'on... mais il n'y a même pas le vrai pilote à côté, moi je voulais trop le. Non, ça c'est. Voilà, elle est toute seule, elle est autonome. C'est parti. La voiture autonome là, ça devait être un test, ça devait partir pour rouler. Voilà. Fin du projet. Oh, c'est mignon. Ouais, mais c'est incroyable. Parce que là, ça coûtait plusieurs millions. Le zoom après à la The Office, elle est. Non, parce que ça, les gars, ça coûtait plusieurs millions. Ah là là. Moi, je voulais savoir à peu près parce que. J'aime trop cette émission. Par exemple, à un moment, on a parlé aussi, on a fait un open world plutôt tourné sur le MMA. Et il nous disait, par exemple, le prime de l'âge, c'est 33 ans, c'est très tard, tu vois. Par exemple, la F1, c'est quoi tu penses, le prime et quand est-ce qu'est le temps d'arrêter sa carrière, machin, etc. En dehors des performances, bien évidemment, quand ça va plus, faut. Bien sûr. Situer l'élément. Alors, il y a toujours un pilote qui est en action actuellement, qui était mon ancien coéquipier l'année dernière. Qui d'ailleurs là fait un très bon début de saison. Qui est une légende. Qui fait un très bon début de saison. Qui n'a plus rien à prouver, qui a gagné 2 titres. Quel âge il a 40 Et il a 42, non 42. Il a 42 cette année. Il a 42 et il est toujours au top du top. Quoi. C'est un gars qui va hyper vite. Physiquement, il pourrait faire le Tour de France, je pense. Mais le gars est en train de changer, de repousser le truc. Maintenant, ça se trouve, on va dire, c'est 45, 47. Ouais, c'est un peu un effet Cristiano Ronaldo aussi au foot qui a 38 ans, je crois. Alors 38 alors que d'habitude, la moyenne des retraites, ça doit être 30, entre 30 et 33, je pense. Et tu penses que tu as atteint ton prime? Non. Pas encore? Ah non. C'est-à-dire que l'avenir nous réserve le meilleur Esteban. J'apprends toujours et je pense que c'est important en fait de toujours apprendre. C'est-à-dire que si tu apprends plus à chaque fois que tu roules dans la voiture, les autres vont apprendre et vont te doubler et vont devenir meilleurs. C'est trop bien du coup. C'est t'as un compétiteur. Ah là là, et dire qu'on l'a ici les gars avant qu'il soit champion du monde. Dans quelques années quand il sera champion du monde, il sera passé ici les gars. Ça va être incroyable. J'avais plein de questions, par exemple, je me demandais toi est-ce que tu avais suivi un peu le GP Explorer, on peut clôturer un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé toi réellement de ton point de vue de pilote pro où tu te dis mais c'est un peu pas votre discipline qu'on vous chie, mais en même temps on n'est pas très légitime, mais pourtant voilà, t'as compris l'idée du spectacle, le fait de. Mais vous avez tué le game les gars. C'est vrai. C'est incroyable. Mais tu l'as regardé premier degré en live? Mais oui, mais j'étais au Japon, il y avait le décalage et en fait je regardais sur mon iPhone dans ma chambre d'hôtel à Suzuka. Vous avez mis en lumière notre sport et je vous en remercierai jamais assez. Ah moi c'est Lucas, faut remercier les gars. Non mais vous étiez les acteurs aussi et puis toi t'as. Ah non mais nous on a juste kiffé l'expérience de dingue. Milieu, mais comment t'as tenu le truc toute la journée à commenter. Et hésite pas à dire qu'il disait des conneries de temps en temps quand même. Non. Après c'est possible, je suis pas. C'est pas facile. Merci, ça me tourne. Franchement c'était une dinguerie. T'étais vraiment l'opposé de la cible. Bien sûr, mais c'était même toi tu t'es retrouvé à regarder sans avoir le côté de. Mais moi j'ai suivi les vlogs et tout d'avant les gars. Moi j'avais vu les vlogs individuellement un peu de chacun. S'il y a une deuxième émission qui se prépare, est-ce que tu viendrais pas nous passer une petite tête si c'est possible bien sûr. En fait j'ai dit à Lucas si il y a le malheur d'avoir un nouveau GP Explorer, il faut qu'il l'organise mais pas pendant un GP parce que j'étais à Suzuka. Donc s'il est pas pendant un GP, petite démo avec une Formule 1 tout. Carrément. Oh là là. Bah écoutez ça. Bon on appelle Lucas ce soir. Lucas, si tu vois ce message, n'hésite pas à faire un GP2 quoi. Voilà. Oh là là, s'il avait pas envie de le faire là, je pense que non. C'est bien de. Pourquoi il rigole? Mais je savais pas que t'avais suivi à ce point-là et qu'en même temps tu cautionnais à ce point-là le projet. Ça va faire plaisir à Squeezie et honnêtement un grand merci à vous deux d'avoir
pris le temps ce soir de répondre à toutes nos questions. Pareil, des Pielo, faudra qu'on te. Avec grand plaisir, Faudra les qu'on gars. te Merci à vous de m'avoir reçu. Déjà, ça fait super plaisir. Faudra que tu repasses, honnêtement. Et Même mal, merci pareil. les gars, On c'était s'écoute vraiment, là-dedans. vraiment sympa. J'ai passé Merci un d'avoir bon pris du moment. temps de. Tu viens pour d'en faire venir. en physique, je te jure que pour Ouais. nous, c'est un autre C'est dingue. message. Ah ouais, Parce grand qu'on plaisir. sait à quel point c'est un effort et ça nous fait trop plaisir. Et puis tu viens, voilà, tu réponds Giga à chill, tout. très humble. Tu joues le Super. jeu. Trop humble à mon goût. Je crois qu'on a un dernier petit tweet, je crois, ça vous parlait un peu de vos futurs projets. Je crois qu'on avait déjà vu ici Il y a des plein de Pielo, c'est cœurs. le Regardez livre. cette pluie de Sur- cœurs. Ouais, beaucoup, c'est merci pour la déjà un bon gros morceau, quoi. Oui. Le livre pour toi. Le livre pour moi, et puis on verra après. Pas de date précise pour le moment, juste en. Normalement, c'est juin à peu près qu'on va essayer de livrer les gens, mais encore une fois, ça va dépendre de s'il est bien terminé. Donc Tu vas quand même, voilà, faut qu'on soit satisfait du travail, mais on va essayer de livrer ça pour juin. Ouais. Gotat, on l'a dit là-dessus, de toute façon, c'est la reprise des streams parce que t'étais un peu moins avec l'annonce là. Gentlemate, t'étais un peu moins focus sur tes streams, mais là, j'ai vu que t'as stream tout à l'heure, ça stream demain. Ouais, moi ça va reprendre. Peut-être là en rentrant, je vais peut-être lancer un stream, parler un petit peu. J'ai vu que Lucas a sorti une nouvelle vidéo en plus, donc je pense on va voir, ou peut-être on va aller jouer, on verra bien. On reprend. Esteban Ocon, ce qu'on peut te souhaiter, c'est meilleur résultat possible Champion du monde. sur le reste C'est de la ça. saison. C'est l'objectif, hein. Mais l'objectif c'est toujours de. Faut pas se le dire, champion du monde. quoi, ouais, c'est le côté de L'objectif, moi dans ma tête, ce que je veux, c'est être champion du monde. Je veux pas finir ma carrière et me dire j'ai pas été champion du monde. C'est toujours l'objectif. Enfin, c'est la meilleure chose qu'on te souhaite, mon cher Esteban C'est beau. Ocon. Merci à tous. à vous deux, encore une fois. Merci et pour la fête, force, le chat. Merci beaucoup. merci le Ouais, chat. j'avoue que Merci c'est pour la pluie de cœur, hein, je pense qu'on l'a vu, Esteban C'est Ocon, beau. on a bien profité. Soutenez-le surtout lors des prochains Grands Prix. C'est quand? Parce que c'est pas ce week-end. C'est l'autre d'après. Celui Celui d'après. Il y a eu d'après. 3 semaines de pause. Bakou, Miami et après on fait Imola, Monaco. C'est noté. Merci à vous. Nickel. On vous aime. Merci d'avoir suivi. Salut, C'était merci trop tout le cool. monde. Merci à tout le On monde. fait ça Ciao. quand vous voulez. Yeah. Ciao.